Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Charente Libre. Nouvelle émission consacrée à l'élection législative partielle sur la première circonscription de la Charente. 8 candidats sont en piste pour conquérir le siège de député vacant depuis l'invalidation de l'élection par le Conseil constitutionnel. Je le rappelle, le scrutin aura lieu le 22 et le 29 janvier prochain. Avec nous aujourd'hui, mademoiselle Alice Clergeau, candidate Les Républicains, déjà en course lors du scrutin de juin dernier, et Samuel Cazenave, centriste angoumoisin, qui revient sur la scène politique locale. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ismaël. Mademoiselle Clergeau, vous étiez déjà engagée en juin dernier lorsque le Conseil constitutionnel a invalidé l'élection. Pour vous, c'était une évidence de vous représenter, de repiquer au jeu et de redemander l'investiture LR ? Oui, évidemment. À partir du moment où j'ai 2122 personnes qui m'ont fait confiance il y a 6 mois, pour moi, c'était totalement cohérent et respectueux d'y retourner. Ils m'ont donné leur confiance il y a 6 mois. Il n'y a aucune raison que j'y retourne aujourd'hui. Mon projet est le même. Je suis la même personne, avec les mêmes envies, la même volonté, la même audace et l'enthousiasme. Malgré le changement de présidence chez LR, le projet reste le même, la ligne oui, est la même, les positions sont les mêmes. Il n'y a pas eu de changement. Mon projet est adapté aux problématiques des Charentais et au quotidien globalement des Français, aux problématiques actuelles. Donc il n'y a pas de changement sur la ligne ou sur les volontés politiques. Vous dites que vous avez eu 2100 voix, mais le fait d'avoir fait 5,24% de mémoire, 5,24 c'est ça, ça vous a pas refroidi? Vous n'êtes pas dit, bon, allez, refaire une campagne de 3 semaines, y mettre tout mon temps Non, c'était un tour de chauffe. Il y a 6 mois, j'étais jeune, j'avais 23 ans. C'était ma première campagne en tant que candidate. J'ai déjà fait des campagnes en off, mais c'était ma première campagne en tant que candidate. Donc pour moi, c'était une belle expérience et c'était normal d'y retourner. Alors vous l'avez dit, vous êtes jeune, vous avez 23 ans, les gens vous connaissent peut-être 24, pardon, les gens vous connaissent peut-être un peu moins. Vous faites quoi dans la vie? Je suis doctorante en droit et en sciences politiques, donc je fais une thèse sur le pouvoir fiscal des maires, donc je connais très bien les problématiques des élus locaux, et puis j'enseigne à l'université. D'accord. Vous travaillez au Sénat aussi oui. Un petit peu. Ouais. Monsieur Cazenave, vous connaissez un peu plus depuis une vingtaine d'années. Vous étiez membre de l'équipe de Philippe Mottet au début des années 2000. Vous étiez dans l'opposition sous Philippe Lavaux. Vous avez été adjoint de Xavier Bonnefond, puis conseiller départemental, notamment en charge de l'insertion. Pourquoi ce retour en politique, alors qu'en 2021, vous aviez refusé de vous représenter au départemental ? C'est une très bonne question, Ismaël, parce qu'au fond, j'avais plus de raisons de rester chez moi et de m'occuper de mon travail, de ma famille, que de m'engager. J'avais plus de raisons parce que quand on s'engage dans les conditions qui sont celles de mon engagement, c'est-à-dire un engagement personnel, sans étiquette politique, c'est un choix, on en parlera peut-être, ça veut dire que c'est mon argent et celle de mes amis, ça veut dire que c'est mon programme et ma réflexion, ça veut dire que c'est un engagement total qui peut me mettre en difficulté, y compris professionnellement, qui agite un peu ma famille. Donc ça n'est pas simple. La première chose de vous dire, c'est, au fond, je m'engage complètement, personnellement, sincèrement, totalement. Pourquoi je m'engage maintenant ? Parce que vous l'avez dit, ça vous a manqué, le virus est là et c'est pas le virus, c'est une vraie passion pour ce territoire, c'est vrai, c'est une vraie passion pour la chose publique, et au fond, je ne l'ai jamais quitté. Vous savez que j'ai eu des engagements par ailleurs, y compris dans un cabinet ministériel, on pourrait également en parler, mais je n'ai jamais quitté cette passion de l'intérêt général, je n'ai jamais quitté mon goût, mon amour, je peux le dire, pour ce territoire et pour cette ville. Donc je suis revenu aussi dans des conditions particulières. Je trouve qu'on est face à un spectacle partisan, démocratique, qui est de blocage, à un moment où il faut au contraire débloquer beaucoup de choses, où il faut travailler collectivement, et sur des grands sujets qu'on abordera sans doute. Je crois que les Français mériteraient qu'on travaille ensemble, plutôt que les uns contre les autres. Vous avez déjà présenté une élection législative, c'était en 2007. Vous aviez l'étiquette UDI à l'époque. Aujourd'hui... En 2007, c'était Modem, mais c'est toujours été centriste, en tout cas. Aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est vain de se présenter sans étiquette ? Enfin, on voit que l'étiquette fait quasiment l'élection ces dernières années. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un inconfort. Au-delà du risque financier, je parle vraiment sur le côté électoral. Alors, non, ça n'est pas vain, parce que de ce que j'entends, moi, sur les marchés, dans le porte-à-porte, c'est que, au fond, les gens ont envie d'aller voter, mais ils n'ont pas envie d'aller voter pour cette offre politique classique des grands partis, dont on sait de toute façon qu'il n'y a pas de vote utile, puisque quel que soit le candidat élu des grands partis, il n'y aura pas de majorité. Donc on va rester dans la situation actuelle. Aujourd'hui, le vote utile, c'est le vote de conviction. C'est le vote de ceux qui ont envie de faire réellement, en liberté, en travaillant avec les autres. Moi, je l'ai montré ici en Charente, quand je faisais de l'insertion. J'ai réuni tous les acteurs de l'insertion pour trouver des solutions qu'on a mises en place dans le département.
C'est la même chose que je veux faire. Vous étiez quand même dans une majorité claire, de la majorité de François Bonneau, Oui, d'ailleurs. bien sûr. Et vous étiez dans un camp, vous votiez avec ce camp-là. Demain, vous êtes élu à l'Assemblée nationale, sans étiquette, mais historiquement centriste. Oui. Vous apporterez forcément vos voix à LREM? Non. Enfin, Alors, figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, il doit y avoir 11 groupes, à peu près. Et dans ces groupes-là, il y en a au moins un qui s'appelle Liberté, Indépendants et Territoires, qui compte 20 parlementaires, dont le président est quelqu'un qui appartenait au Parti radical autrefois. Donc il n'est pas rattaché à un parti politique, mais il a vocation à être un groupe qui avance des projets, qui avance des idées et qui peut faire la bascule sur des projets précisément dont on considère qu'ils sont prioritaires. C'est ça, je n'ai pas l'intention d'être seul, figurez-vous. Je ne le suis pas en Charente, je ne suis pas dans un parti politique, mais je ne suis pas seul et je ne le serai jamais. Et si je suis élu demain, je ne serai pas seul. Vous intégreriez ce groupe d'une vingtaine de députés? Exactement, ce qui veut dire que, si vous voulez, si j'arrive dans un groupe de 20 députés, je pèse 1 sur 20. Je ne pèse pas 1 sur 177 ou 1 sur 40. Je pèserai relativement plus lourd en étant là qu'en étant dans n'importe quel des autres groupes. Okay. Ça reste une personne sur l'ensemble. Oui, parce que ça reste quand même 1 sur 577, parce que le groupe, lui, pèse que 20 sur 577. Alors, monsieur, non, mais je précise, chaque groupe a des droits de parole, des droits de tirage, des niches parlementaires. Et à ce titre-là, dans ces niches parlementaires et ces droits de parole, je pèserai plus que dans d'autres groupes où il faut diviser ça en 177, par exemple. Le vote reste 1. Oui. Pardon ? Le vote reste 1 au moment de voter une loi. Ah, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand il n'y a pas de majorité absolue, il y a l'obligation de composer avec d'autres groupes. Et ce petit groupe-là peut faire l'objet, comme autrefois sous la 4ème République, on a beaucoup critiqué, mais on faisait avancer des projets d'intérêt national de cette façon-là. Alors merci beaucoup Samuel sur il faut composer avec d'autres groupes. Réforme des retraites actuellement, si on en croit les échos venus de Paris, le gouvernement pourra faire passer la réforme des retraites sans avoir recours au 49.3 grâce aux voix des Républicains. C'est justement là où je pense qu'il faut absolument rétablir la vérité, c'est-à-dire que ça fait des années... C'est pas le début d'une alliance du coup entre pas du tout. votre Au camp contraire, et le gouvernement? C'est le sens inverse. C'est-à-dire que ça fait des années, vous pouvez regarder des amendements dans le PLFSS des sénateurs LR, donc majorité sénatoriale, qui tous les ans posent cette réforme des retraites par nécessité, qui a été refusée pour tout un tas de raisons. Des fois, il passe le curseur. Donc, maintenant, c'est une réforme qui est cohérente, qui a été posée depuis des années. C'est un discours que les Républicains tiennent depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le gouvernement se retrouve dans une position où ils sont obligés de devoir composer et de devoir prendre position sur la réforme des retraites. Mais bon, je tiens à rappeler que quand même, tout l'environnement macroniste a changé un peu de cap toutes les années, voire tous les mois. C'est-à-dire que, par exemple, Édouard Philippe nous a même proposé une retraite éventuellement à 67 ans. Donc, c'est pas toujours très, très clair là-dessus. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la Macronie vient voir les Républicains parce que les Républicains sont en cohérence sur la réforme des retraites parce qu'ils la mènent depuis des années. C'est dans le discours public. Ça a coûté cher dans l'histoire, depuis 97 même. Oui, c'est vrai, même depuis bien plus longtemps. Mais je veux dire, on est en cohérence dans un programme présidentiel, c'est ce qu'on avait avancé. Comme je disais, la majorité au Sénat, donc menée par Bruno Retailleau, c'est ce qu'ils font depuis des années. Ils posent un amendement dans le PLFSS. Donc, il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Il ne faut pas croire que la Macronie vient prendre les Républicains en béquille. Au contraire, c'est la Macronie qui, de toute façon, n'a jamais de cap, a besoin de pomper un projet qui tient la route. Mais il le pompe d'une certaine manière, ce qui veut dire que tout n'est pas très clair aujourd'hui. Et il y a des points sur lesquels il va y avoir une ligne rouge, notamment la revalorisation des petites retraites. C'est eux qui le pompent ou c'est vous qui le suivez? Ou alors, en fait, vous êtes d'accord déjà? Ah non. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron... Oui, déjà cette réforme à cet âge-là. Valérie Pécresse, j'ai un petit doute sur le 64 ou le 65 ans, mais il n'y avait pas beaucoup de différence. Oui, mais il y a l'âge légal, mais il y a tout ce qui compose aussi cette réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il y a la revalorisation des petites retraites. Les Républicains, il n'y a pas longtemps, ont permis une revalorisation des retraites agricoles. Et ça, c'est cohérent, on a avancé là-dessus. C'est la volonté de la droite de donner du pouvoir d'achat aux retraités. Et moi, en tant que jeune, je suis désolée, mais en tant que jeune, c'est une préoccupation. Et je pense que c'est pour la première fois que toutes les générations peuvent se sentir autant considérées et autant impliquées dans une réforme, parce qu'elle va avoir des conséquences sur tout le monde. À la fois les retraités actuels, puisque c'est un enjeu pour leur retraite aujourd'hui, par dignité humaine et pour pouvoir vivre correctement, mais aussi parce qu'il y a un enjeu pour les retraites de leurs enfants et de leurs petits-enfants, dont je fais partie. Vous, Samuel, cette réforme, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une mesure nécessaire et... D'abord, oui, c'est malheureusement une mesure injuste, mais nécessaire. Elle est injuste parce qu'au fond, la génération post-61, au fond, va devoir s'adapter
à une situation qui n'était pas celle du pacte initial, pour sa propre retraite, pour ses propres cotisations. Donc elle est injuste par rapport à ces générations qui sont post-61. Après, il faut qu'elle soit relativement équitable. Je reviens à un moment quand même sur l'entente qu'on connaît depuis longtemps entre le parti présidentiel et puis les Républicains. Bah, écoutez, tant mieux d'une certaine façon, mais au moins les cartes sont claires, c'est qu'on sait de quelle façon la majorité peut se faire à l'occasion pour le gouvernement actuel. Il y aura c'est avec la gauche. Alors on verra. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire très bien, pourvu que ça soit pas des objectifs de circonstance. Encore une fois, le dialogue entre les partis me va très bien. Là, ce qui me gêne un peu sur la procédure, c'est qu'on va passer par un PLFSS, en effet, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui normalement n'était pas le cas pour une telle loi. Ça devait être une loi normale, classique. On passe donc par là pour bénéficier du 49.3, c'est-à-dire pour imposer encore quelque chose contre la volonté globale des Français. Et en faisant un peu le pari de l'ennui général, de la fatigue des Français. Je pense que le gouvernement fait le pari du manque de confiance, de fatigue vraiment des Français, en se disant « ça va passer ». On l'impose coûte que coûte, bille en tête, et avec le soutien des Républicains contre le peuple français. Ça, je pense que c'est une réalité. Et malheureusement, je le regrette, mais sur le fond, en tout cas, il y a eu un dialogue sans doute entre ces deux partis-là, et tant mieux de cette façon-là. Maintenant, sur le fond, il y a un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir. Au moins celui de la pénibilité, j'en entends beaucoup parler, des uns et des autres. Alors, on ne parle que de la pénibilité physique. Je pense que c'est bien, avec les 9 critères, en rajoutant peut-être 2. Mais il manque quelque chose dans cette réforme. C'est une vraie réflexion sur le travail d'aujourd'hui, sur le travail de demain et sa façon d'évolution, qui a évidemment des conséquences sur la retraite de demain. La pénibilité, elle est psychique, par exemple. Elle est lourdement psychique aujourd'hui dans beaucoup de métiers. Vous savez qu'il y a 42% des suicides qui sont liés, dit-on, dans les statistiques, au travail. Il faut se poser la question de la qualité du travail et de la façon dont ce travail doit être conçu pour imaginer la retraite de demain. Les jobs de demain, à 80, Pôle emploi nous disait récemment que 83% des métiers qui vont apparaître d'ici 2030 ne nous sont pas connus. À un moment, il faut prendre le temps de penser la retraite par rapport à ce nouveau métier. Pourquoi ils ne sont pas connus ? Parce qu'on a 2 enjeux. L'intelligence artificielle, l'enjeu climatique. Ces 2 enjeux-là vont changer radicalement la donne économique, sociale, politique. Et sur cet aspect-là, ça sera déterminant. Je regrette que sur un projet comme ça, on n'ait pas une réflexion de fond sur le travail. D'accord. Oui, si je peux rebondir juste sur le travail. Vous pouvez. Non, je rejoins ce que dit Samuel là-dessus, mais la grande problématique, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que veut dire le travail ? Est-ce que le travail est une source d'émancipation, d'appartenance à quelque chose dans la société, à un collectif, un moyen de vivre sa vie, de transmettre quelque chose, aussi un héritage. On devrait être fier de ce qu'on fait, on devrait être fier de notre métier. Je vais rebondir sur ce que vous dites sur une autre réforme qu'il y a eu, celle de l'allocation de l'indemnisation du chômage. Vous êtes pour ou contre la baisse de l'indemnisation, de la durée d'indemnisation du chômage en cas de plein emploi ou de taux de chômage faible ? Oui. Oui. Ça revient aussi parfois à dire, par exemple, à un cadre qui met 18 mois à rebondir, prends un poste de serveur, parce qu'en fait, il y a des postes de serveur, ou prends un poste de maçon, parce qu'il y a un poste de maçon, sinon on t'enlève ton indemnisation. C'est le sens du travail qu'on met derrière le mot travail derrière. C'est le sens du travail, mais il faudra avoir les chiffres sur, en réalité, combien de cadres se retrouvent à avoir ce genre de délai, 18 mois pour retrouver un travail. Alors, la problématique, c'est que je pense qu'un cadre qui a 35 ans va retrouver du travail assez facilement. Ou un horticulteur passionné un cadre qui en a 55 ou 60 qui se rapproche de la retraite. Là, en effet, il y a des difficultés pour retrouver du travail parce que vous êtes out du marché du travail. C'est la logique globale, ce qui est dommage. Alors qu'en fait, c'est une personne qui a une expérience exceptionnelle et qui pourrait la mettre à contribution dans n'importe quel type d'entreprise. Donc, c'est un enjeu global. Il faut réfléchir, il faut repenser les choses autour du travail. Mais je pense qu'on peut faire les choses en bonne intelligence et que de toute manière, si on fait la promotion du travail, on peut donner une espérance à la société. D'accord. Pour en revenir au local, depuis le début de votre campagne, Alice Clergeau, on vous voit très entourée sur le terrain par beaucoup de jeunes LR. J'avoue, ils sont nombreux, on l'a encore pu le voir ce week-end. Mais on ne voit pas du tout, ou alors très très peu, les quelques élus LR d'Angoulême ou de Soyaux. Je pense à Guillaume Chupin, qui était un peu à vos côtés en juin, à Élise Vouvet, à François Nebout.
C'est un signe, face à la perspective NUPS, ils ont décidé d'aller directement voter utile? Au contraire, ils sont à fond derrière moi, ils me l'ont redit, j'en ai croisé certains matchs du SA15 la semaine dernière, ils m'ont renouvelé leur soutien. Guillaume est totalement derrière moi, il a toujours été, il m'est très fidèle, c'est le secrétaire départemental de notre fédération LR en Charente. Il a une fidélité au parti et vis-à-vis de moi aussi, puisqu'il y a quelques années, il était responsable des jeunes, donc il est passé par... voilà, donc il est totalement derrière moi, là, il a juste une semaine off, tout simplement, il a le droit de partir en vacances. Mais non, Guillaume est avec moi, Thomas est avec moi, nous avons mené des campagnes ensemble, notamment les régionales, j'étais derrière lui, donc il n'y a pas de sujet, Denis de Brosse... Vous craignez pas que face à la perspective NUPS, qui a fait un très gros score, qui a failli être leur candidat, René Pilato a failli être élu en juin dernier, que les électeurs de droite se disent, face à ce risque-là, on va aller voter directement utile? La première, il y a 6 mois, ils pouvaient déjà avoir cette réflexion, alors qu'on nous criait sur tous les toits que Mélenchon allait être Premier ministre. Et donc, j'ai croisé des personnes qui m'ont dit, vous savez Alice, je suis de droite, ou alors, même je ne suis pas forcément de droite, mais j'ai aimé votre campagne, j'ai aimé votre enthousiasme, vous êtes jeune, vous apportez quelque chose de différent, de nouveau, j'aurais aimé voter pour vous. Mais bon, j'ai vraiment peur de la NUPS. Là, aujourd'hui, il n'y a plus l'enjeu Mélenchon Premier ministre. La NUPS est décrédibilisée à l'Assemblée depuis des mois, par leurs propos, par leur attitude. La Macronie, c'est encore autre chose, ça fait 5 ans et demi. Mais donc, je ne pense pas que mon électorat qui s'est mobilisé il y a 6 mois, je ne vois pas pourquoi il changerait aujourd'hui, alors que la situation était pire. La situation était pire vis-à-vis du duel. Donc, j'ai vraiment pas peur de ça. Et au contraire, on fait une nouvelle campagne. Les gens me revoient mon nom, revoient ma volonté de m'accomplir sur ce territoire sur lequel j'ai grandi et auquel je suis attachée. Et puis, on fait nos pas progressifs en politique. Ok. Samuel, dans la semaine, vous avez envoyé un courrier à de nombreux électeurs sur la circonscription. Et on peut notamment y lire, ici en Charente, dans votre ville de Gompontouvre, c'est reçu à Gompontouvre, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être suffisamment écouté, consulté et pris en compte. Je comprends vos inquiétudes, car nous venons de vivre 5 années marquées par une aggravation inquiétante des fractures sociales. Alors, vous ne travailliez pas dans un cabinet ministériel pendant ces 5 dernières années, mais au moins pendant les 2 dernières années, vous avez donc pu voir de près le fonctionnement du gouvernement ou de ce dernier mandat. Vous avez vraiment l'impression, vous étiez au ministère de l'Éducation, au cabinet de Jean-Michel Blanquer, aussi peut-être de ne pas avoir assez écouté le monde de l'éducation, ou que c'était quelque chose d'assez général lors de la dernière mandature? Alors, je réponds, il y a deux aspects. Il y a l'aspect charentais, puis il y a l'aspect de mon engagement au ministère de l'Éducation nationale. Moi, j'ai été appelé par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur une mission particulière et qui s'inscrivait dans une réflexion qui, d'ailleurs, porte un nom aujourd'hui dans mon engagement. Je n'ai pas d'étiquette politique sur mon affiche, mais j'ai un mot, le nouveau chemin. Le nouveau chemin, c'est un travail que j'ai fait il y a 5 ans en quittant la mairie d'Angoulême, qui s'est traduit par un roman, une réflexion sur comment essayer d'imaginer la société qui vient. Comment le faire collectivement. C'est un roman, mais en même temps, c'est une réflexion philosophique, et c'est ce qui fonde absolument toute ma démarche depuis. C'est ce qui m'a amené à répondre à la demande de Jean-Michel Blanquer, qui m'a demandé de réfléchir à l'éducation, à l'écologie, à l'éducation nationale. Ça a été mon job. Écologie, égalité filles-garçons, éducation à la sexualité, tous les enjeux de société, j'avais à les gérer, parce qu'il a vu que j'avais réfléchi à ces sujets-là. Donc je suis venu pour une mission. Je ne suis pas venu pour servir un parti. Je suis venu pour servir un homme pour lequel j'ai de l'estime, quel que soit ce qu'on peut penser de lui, et pour lequel, à un moment, qui a été le seul à nommer un conseiller sur ces sujets-là. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de conseiller à l'éducation et au développement durable. Donc je vous réponds, là aussi j'étais sur une mission entière à laquelle j'avais réfléchi déjà depuis 3 ans avant. C'est une façon de prendre de la distance avec l'aspect politique. Non, mais moi, je n'ai aucun problème à dire que je me suis engagé. On a créé 250 000 éco-délégués en France. On a structuré des supports pédagogiques pour l'ensemble des enfants du CM1 jusqu'en terminale. On a vraiment travaillé avec beaucoup de partenaires, des grandes fondations, etc. Ça m'a donné l'occasion d'écrire 2 tribunes dans le monde sur ces sujets-là, signées par des personnalités aussi qui croient à cette démarche-là. Non, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Je pense que l'engagement politique aujourd'hui doit avoir un sens. Le manque d'écoute et de consultation, c'était local. Il est ici. C'est une attaque contre Thomas Mesnier. Non, c'est en place ou c'était général? Non, mais d'abord, on peut se faire le reproche à tous parce qu'on n'écoute jamais suffisamment, en fait. Et puis moi, effectivement, j'étais pas sur le terrain par définition puisque j'étais à Paris. Mais je trouve en effet que quand on
parle par exemple de l'offre de santé en Charente, on ne peut pas dire qu'on a tout fait alors que c'est un désert médical en Charente. En fait, ça par exemple, c'est un problème d'écoute. On ne peut pas dire ça si on considère qu'on n'a pas fait le job. Alors, juste par discrétion, par humilité, ne pas trop dire qu'on a fait quand on sait qu'on n'a pas pu faire. Ça, par exemple, c'est juste le témoignage du respect. Il faut être un peu dans le respect des gens, du respect de la dignité des gens, surtout ceux qui, comme ma voisine en face de moi, a 82 ans et qui est obligée d'aller se faire soigner à Bordeaux, mon voisin un peu plus loin qui, lui, est à Poitiers pour d'autres pathologies un peu lourdes. On ne peut pas se faire soigner ici, vous voyez. Donc ça, je veux bien reconnaître toutes les qualités des uns et des autres, y compris techniques, mais du point de vue politique, il faut savoir écouter pour répondre, et quand on ne sait pas répondre, il vaut mieux se taire. Alors, vous vous présentez sur la circonscription, on se présente également du coup Thomas Mesnier. Vous parlez de manque d'écoute sur le territoire, vous venez de parler de la santé, de dire qu'on ne peut pas dire qu'on a tout fait quand c'est quand même un désert médical. Bon, clairement, c'était le monsieur Santé lors du dernier mandat, donc c'est directement dirigé contre Thomas Mesnier. Vous êtes tous les deux au centre, à peu près sur le même créneau. Pourquoi vous êtes présentés? Vous considérez qu'il ne fait pas le job et que sur cette famille politique, il y a un espace à prendre, ou vous êtes en opposition avec lui? Non, je ne suis pas d'accord sur la plupart des points qu'on a abordés, mais je ne suis pas en opposition avec lui, je vous l'ai dit. Ma démarche, elle est plutôt par rapport à une offre partisane aujourd'hui, qui me semble être une offre de blocage plutôt qu'une offre d'expression politique. Quelles que soient les qualités des uns et des autres, y compris la jeunesse, et tant mieux, je suis ravi, je connais Alice depuis un certain temps, et je suis ravi que la jeunesse s'engage comme ça avec la passion du territoire, c'est parfait. Mais, malgré tout, les uns et les autres ne représentent qu'une étiquette. Ça sera un parmi d'autres. Enfin, moi, ma démarche... député de France, potentiellement. C'est au-delà de l'étiquette, quand même. C'est des convictions. Mais quand on est dans un parti, et je sais ce que c'est, puisque j'en ai fait partie moi-même, et je les ai quittés. Je crois que l'UDI vous intéressez, d'ailleurs. Bien sûr, mais j'y étais, je l'ai quitté. J'ai même fait partie des gens qui ont contribué à la création de l'UDI auprès de Jean-Louis Borloo. Avant, il y avait le MoDem, je suis toujours resté au centre, mais j'ai vu les limites de ces systèmes-là, et je les vois aujourd'hui, encore une fois. On est dans des situations de blocage, de violence même à l'Assemblée nationale, de statu quo du côté du parti présidentiel. Pour moi, aujourd'hui, compte tenu de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des immenses enjeux qui sont liés à l'enjeu climatique, qui va tout bouleverser, compte tenu des urgences ici sur la retraite, sur des choses qui concernent le quotidien des personnes, leurs difficultés, c'est pas possible qu'on soit dans cette situation-là, c'est pas possible qu'on se pose déjà la question, en fait, de comment passer à autre chose, c'est-à-dire la dissolution. Parce qu'au fond, la dissolution est dans la tête de tout le monde aujourd'hui, en se disant il faut qu'on reprenne le pouvoir absolu. Alors qu'on est dans une assemblée qui, normalement, que ça plaise ou pas, est l'assemblée qui ressemble le plus à la France aujourd'hui. Cette assemblée qui ressemble le plus à la France, elle est incapable, par ses partis, de faire un travail collectif. Et c'est ça aussi le problème de l'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être respectueux des électeurs. Enfin, je fais partie d'un parti, mais je me sens pour autant très libre. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas parce qu'il y a une structure partisane qui d'ailleurs est porteuse, parce que c'est grâce au parti aussi qu'on peut mobiliser plein de personnes. Vous pourriez voter en opposition, enfin, d'une manière différente de mais votre je n'ai parti. aucun scrupule. Moi, ce qui m'importe, c'est mon territoire, mes convictions et être en cohérence avec ce que je pense. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe à l'Assemblée nationale. On a eu des votes dissidents dans les groupes. À chaque fois, il y a des votes dissidents. Il n'y a jamais des votes à 100%. Oui, mais le principe du groupe, c'est d'être cohérent pour qu'il continue. Mais oui, parce que c'est porteur. Mais bon, on reste sur des convictions sincères. En général, on est souvent d'accord. Dans ce même courrier, vous engagez à dialoguer avec vous, les électeurs, en amont des choix stratégiques que j'aurai à faire. Exemple, si vous étiez député, avant la réforme des retraites ou la loi sécurité-immigration, vous viendriez demander l'avis de vos électeurs et en fonction, vous orienterez votre vote? Ça s'organise et c'est possible. C'est possible vraiment parce que je l'ai vécu et je l'ai mis en place, je vous le disais, pour les politiques d'insertion pendant 6 ans. Tout ce qui a été mis en place a toujours été dialogué en amont avec tous les acteurs importants. Toujours. Et non seulement un dialogue, mais c'était pas comme, si vous voulez, ce qui s'est fait sur l'écologie avec le président de la République. Vous vous souvenez, grande messe avec toutes sortes de gens qu'on rassemble et puis finalement on fait un quart du boulot. Parce que c'était compliqué. Moi, quand j'ai rassemblé ce que j'ai appelé l'Assemblée des développeurs des solidarités, ils nous ont proposé des choses. Toutes ces choses ont été adoptées. Les chèques numériques pour les chercheurs d'emploi, pour les obliger à se mettre au boulot, à bien chercher avec des compétences numériques, on les a mises en place. On était le 2e département en France à le faire. Le temps tourne. Samuel, on a bien compris. Vous, votre sujet de prédilection en cas d'élection, ce serait l'écologie et l'urgence climatique? La culture aussi. Et la culture, oui, ça, ce qui a toujours marqué votre engagement bien à sûr, Angoulême. Et vous, en Charente aussi. Et en Charente.
vous, Alice Clergeau, s'il y avait un sujet sur lequel vous engageriez un peu plus en commission ou autre, ce serait Je me permets 2 sujets. Allez, oui, 2. Je pense que le premier point, pour moi, c'est la souveraineté énergétique. Ça, c'est un sujet majeur. Je vais le développer mon propos. Et le second point, je rejoins Samuel sur l'éducation. L'éducation, parce que moi-même, j'enseigne. Donc, je me rends compte quand même des enjeux de l'éducation. Et que j'ai travaillé aussi au ministère de l'Éducation nationale, alors du côté du préfet, sur tout ce qui était sécurité-défense. Donc, j'ai vu les faits d'actualité dans les écoles qui sont d'une violence croissante. Et donc, il y a un véritable sujet. D'ailleurs, en ce moment, c'est en train de se discuter. Il y a des propositions de loi qui sont sorties sur l'uniforme, sur tout un tas de choses qu'il faut réfléchir. Je n'ai pas de position très ferme là-dessus. Mais je pense que l'éducation, il y a quelque chose de spécial sur lequel il faut qu'on aille, parce qu'on ne peut pas passer à côté de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, les fondamentaux ne sont pas acquis. Pour le voir de près, peut-être qu'avoir des professeurs remplaçants ou pallier aux absences des enseignants est plus urgent qu'un uniforme. Ah oui, bien sûr, non, mais je dis que ça fait partie du débat public, pour montrer que l'éducation fait partie du débat public, c'est quand même un sujet de prédilection, mais évidemment que la priorité pour moi, c'est les fondamentaux. Aujourd'hui, vous avez presque un quart des élèves qui rentrent en 6e qui ne savent ni lire ni écrire correctement. Vous vous rendez compte, c'est un désastre. Comment voulez-vous qu'après, ils puissent développer le moindre esprit critique, de la culture générale et aimer leur pays ? C'est impossible. Donc, on parlait du travail tout à l'heure. Donc l'éducation. Et ensuite, je reviens sur la souveraineté énergétique parce que pour moi, ça fait partie du régalien. C'est de toute façon totalement dans l'ADN gaulliste de porter ce genre de projet. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les Français ont peur de ne pas pouvoir payer leur électricité ou ont peur de ne pas avoir d'électricité. On n'a jamais connu ça. Qui pensait qu'un jour en France, on allait se retrouver dans notre situation ? Parce que nous avons perdu notre souveraineté énergétique, parce que la gauche et la Macronie a voulu fermer Fessenheim, parce que soi-disant ce n'était pas à la mode écologiquement. Sauf qu'en réalité, le nucléaire, c'est pas parce qu'on est pro-nucléaire qu'on n'est pas pour un mix énergétique intelligent. De toute façon, vu l'urgence actuelle, on est obligé d'aller sur un mix énergétique. Mais je ferai sans relâche, et ça, on ne pourra jamais me faire changer d'avis. Et vous voulez sortir du marché de l'énergie. Et je veux sortir du marché. Vous l'avez exprimé la semaine dernière. On doit sortir du diktat de Bruxelles, ça c'est sûr et certain. D'accord. Le petit quiz sur les législatives, je vais vous laisser reprendre votre souffle et je vais commencer par Samuel Cazenave du coup. Pour, contre, c'est très simple, il n'y a qu'une seule question où ce n'est pas pour ou contre. La retraite à 64 ans. Je suis... Alors, Peu nuancé. Bon. Avec je suis contre. Mais il y a toutes sortes de façons de l'exprimer, et puis c'est pour ou contre, je suis contre. La réintégration des soignants non vaccinés. Je suis contre. La baisse de la durée d'indemnisation du chômage en cas de taux de chômage faible. Je suis pour. La fin de la libre installation des médecins et leur affectation prioritaire dans les déserts médicaux. Oui, je suis plutôt pour. Le rétablissement de l'ISF. Je suis pour. Le subventionnement public des bassines. Pour. Éoliennes, photovoltaïques ou nucléaires. Mix énergétique, mais c'est vrai, avec, je le précise, je rebondis sur le nucléaire, qui a écrit une biographie sur Félix Gaillard, qui est un des pères du nucléaire en France. Je regrette qu'on ait 56 centrales nucléaires, qu'il y en ait 20 qui marchent et qu'on ait besoin de 50 milliards sur la table pour que ça puisse fonctionner. Le titre de séjour pour les métiers en tension. Je dirais pour, mais même si la philosophie me dérange. La réintégration d'un député condamné pour violence. Je suis absolument opposé à ce que ce député revienne et je suis scandaleusement frappé par l'attitude de la NUPES de ce point de vue-là. Merci beaucoup Samuel. Mademoiselle Clergeau. La retraite à 64 ans. Plutôt pour, mais à condition qu'il y ait la revalorisation des petites retraites et toutes les conditions de la retraite des femmes. Enfin bon, on en a déjà parlé. La réintégration des soignants non vaccinés. Pour l'hôpital et malades. La baisse de la durée d'indemnisation du chômage en cas de taux de chômage faible. Pour. La fin de la libre installation des médecins et leur affectation prioritaire dans les déserts médicaux. Pour déserts médicaux, c'est une urgence. Le rétablissement de l'ISF. Alors, je ne suis pas pour le rétablissement de l'ISF. Par contre, je suis pour la taxation des capitaux. On laisse l'immobilier tranquille, parce que ça, c'est la transmission, c'est le patrimoine familial. Mais la taxation des capitaux, on peut les taxer. Le subventionnement public des bassines. Pour. Éoliennes, photovoltaïques ou nucléaires. Pas très nucléaire, mais je souligne quand même une possibilité de mix énergétique. Le titre de séjour pour les métiers en tension. Je suis contre, ça règle absolument pas le problème de l'immigration et le problème du travail. La réintégration d'un député condamné pour violence. Je suis contre, mais il faut quand même laisser la justice faire son travail.
Merci beaucoup, mademoiselle Kerjo. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que les élections auront lieu le 22 et le 29 janvier prochain sur la première circonscription, qui n'est pas que Angoulême. Il y a 22 communes autour. Oui. Ainsi, il y a les cantons de la Bohême, Soyaux, Gompontouf, Champniers. Et vous êtes 83 300 concernés par ce vote. Donc, ce n'est pas que Angoulême. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.